(7h42), le monde arabe donc s'embrase depuis le début de la semaine dernière à cause de la diffusion de la bande-annonce en arabe d'un film, L'innocence des musulmans, la Libye où l'ambassadeur américain a été tué mardi dernier, la Tunisie, le Soudan, l'Égypte, le Yémen, la liste n'est pas exhaustive puisqu'on a même vu des manifestations devant l'ambassade américaine en France à Paris. Donc de nombreux pays musulmans font face à des manifestations extrêmement violentes. Depuis les versets sataniques de Salman Rushdie en 1988, ça n'est pas la première fois qu'une caricature religieuse provoque des réactions politiques dans le monde musulman, quoi que l'on pense de la qualité de la caricature en question. Alors, assistons-nous au revers du printemps arabe? Quelles conséquences ont ces manifestations pour les États-Unis? Quelle est, énième question, le rapport de l'islam au blasphème? Eh bien, nous allons tenter ce matin de démêler les enjeux politiques et religieux qui sous-tendent ces manifestations de violence avec un maître en la matière, Malek Chebel. Bonjour Malek Chebel. Bonjour. Anthropologue des religions, philosophe. Ça fait longtemps que vous vous intéressez et travaillez sur le rapport entre tradition et modernité dans l'islam. Vous avez publié le dictionnaire encyclopédique du Coran chez Fayard en 2009, le dictionnaire amoureux de l'islam chez Plon en 2004, et le 10 octobre prochain, à chez Librio, vous publiez l'islam de chair et de sang sur l'amour, le sexe et la viande. Et puis nous sommes avec Jean-Yves Moisseron. Bonjour Jean-Yves Moisseron. Bonjour. Chercheur en économie à l'Institut de recherche pour le développement, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. La première question sera pour vous, Malek Chebel. Certains, aujourd'hui, dans la presse, disent « Attention, attention, ne nous énervons pas. Ce qui se passe là, dans le monde musulman, est d'abord symptomatique de ce que le monde musulman est divisé, en pleine mutation. C'est un épiphénomène. » D'autres disent au contraire, alerte, on assiste aujourd'hui à de nouveaux réseaux polymorphes qu'on aura du mal à maîtriser par la suite. Ben, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a évidemment l'appel et l'alerte très importante de ceux qui disent que c'est un épiphénomène. Mais comme les épiphénomènes, ça se multiplie, ça dure au fond, depuis l'affaire Rushdie. Donc l'épiphénomène va devenir un phénomène à part entière. Mais en même temps, ça dénote particulièrement de la situation d'instabilité, on va dire, du monde arabe au sens large, et le printemps arabe y a contribué fortement, dans le sens où précisément en décloisonnant et en désenclavant un peu ce monde arabe et en introduisant un peu cette source nouvelle d'énergie qu'on appelle les réseaux sociaux, la parole s'est libérée, mais elle se libère pas forcément d'une manière vertueuse. Et pas dans le sens que nous aimerions qu'elle le fasse. Eh bien, elle se libère un peu d'une manière désordonnée, un peu spontanée, un peu anarchique. Et au fond, cette parole qui se libère dit exactement le malaise du monde arabe. Et le malaise de ces régimes-là qui ont été longtemps sous oppression. Et donc, on a un peu les deux. C'est que dans une première phase, on a donc ce film tout à fait médiocre, qui méritait aucune réponse, d'une certaine manière. Puis on va voir, c'est assez mauvais, il faut bien le reconnaître. Il est mais déprimant, comme bon, on peut pas dire que c'est de l'art, on va dire. Bon. Et puis la réaction donc enchaîne jusqu'à l'ambassade de Libye. C'était encore, il y a une causalité directe, on va dire, avec une manipulation qui peut, on va le savoir dans peu de temps. Qui est venu par-dessus. Mais après, il y a eu tous les pays arabes qui se sont enflammés après la prière du vendredi dernier. Maintenant, on est passé dans une autre phase, si vous voulez, et on prend le temps de voir un peu les choses se dérouler devant nos yeux avec des conséquences tout à fait inattendues. Alors, la réaction, par exemple... Quelle phase, oui. La réaction de ces fondamentalistes, je ne vais pas dire islamistes, djihadistes, tout ce que vous voulez, c'est pas le sujet, ce sont des fondamentalistes religieux qui veulent imposer un regard, une vision de l'islam qui n'est pas la bonne et qui est anachronique. Donc ça, en France, c'est tout à fait nouveau. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait des protestations, évidemment, qui pouvaient se faire dans des cercles relativement limités, et souvent à travers la voix des autorités représentatives, le CFCM, la Mosquée de Paris, un peu les porteurs de voix. Bon, mais là, pour le coup, vous avez été toujours les réseaux sociaux. Du nombre de manifestants fondamentalistes à Paris, ce matin dans la presse, et il y a même une enquête là-dessus, il dit comment 200 musulmans intégristes peuvent-ils se réunir d'un coup pour... Ah oui, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on se fixe rendez-vous d'une manière virtuelle, si vous voulez, à 15h, place La Concorde.
aucun policier, à moins d'avoir un bataillon de policiers de surveillance sur les réseaux sociaux et sur le net, pour pouvoir anticiper. Ou alors, vraiment, il faut qu'ils soient infiltrés. L'idéal, ça aurait été justement qu'ils soient infiltrés, pour que les types donnent l'alerte. Mais enfin, c'est ça aussi, ça donne un peu le schéma assez apocalyptique de la situation. Donc, les réseaux sociaux, 15 heures, place de la Concorde, avec un mot d'ordre d'ailleurs qui est tout à fait trompeur, puisque j'ai compris avec des gens qui ont été un peu blousés au fond, un peu trompés sur l'offre, puisqu'ils pensaient que la préfecture de police de Paris avait donné son assentiment à ce regroupement qui aurait pu être un regroupement citoyen, de protestation, démocratique. Donc oui, le droit à manifester. Le droit à manifester. Bon, c'est pas le cas. Donc, ils ont été trompés. Alors, tous ces éléments-là, sur fond de crise, sur fond de crise existentielle, d'une part, et de crise économique, d'autre part, et de débouchés inexistants par ailleurs. Donc, ce sont un tas de phénomènes concomitants qui concourent, si vous voulez, à donner une vision assez noire de la situation. Jean-Yves Moisseron. Oui, je pense qu'il faut faire attention à l'effet d'amplification que les médias, que la télévision, que la radio aussi peut... Que nous-mêmes ici, mais bon... disons, donner une vision assez, disons, beaucoup plus importante que ça ne peut avoir. Vous vous rappelez, 200 personnes... bon, c'était une manifestation qui n'était manifestement pas organisée à Paris. Enfin, il y a quand même après les faits de la Tunisie, le Soudan, l'Égypte, le Yémen. Oui, mais dans chaque pays, si vous regardez dans le détail, ça correspond à un nombre très limité de gens face à un film qui est particulièrement haineux. Non seulement ça n'est pas de l'art, effectivement, mais c'est profondément une entreprise de manipulation, puisque les acteurs eux-mêmes qui ont joué dans ce film ont été floués, que leur voix a été... enfin, il y a eu des doublages a posteriori, etc. Donc, c'est une véritable provocation. À une époque, faire un film, regardez, prenez la vie de Brian, par exemple, des Monty Python, ne conduisait pas nécessairement à ce que l'on abatte un ambassadeur quelque part, quoi. Oui, alors, il y a... C'est un peu là que ça commence à poser souci. D'accord, mais ça, c'est aussi... cette action violente, c'est déroulé dans un pays... la Libye qui subit aussi les secousses de sa révolution, avec toute la violence qu'elle a engendrée. Donc elle n'est pas représentative du monde arabe. Ceux qui manifestent ne sont pas représentatives de l'ensemble des musulmans, ça n'est qu'une très faible minorité. La plupart des musulmans, je pense, dans le monde prennent une relative distance vis-à-vis de ce film. Et l'action violente se fait dans un pays où il n'y a pas de police, où il n'y a pas d'armée, où il n'y a pas de structure étatique, dans une situation transitionnelle particulièrement violente. Donc, avant de penser qu'il s'agit là d'un tournant, parce que j'entends aussi un certain nombre d'intellectuels penser qu'on rentre dans le choc des civilisations. On y revient. On va en parler, mais je pense qu'il faut prendre les choses avec prudence. La provocation était particulièrement violente, exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a eu des actions violentes. Moi, je vois ça plutôt dans cette grande rupture qui intéresse le monde arabe, sa transition démocratique. Et voici, effectivement, cela dit, que réapparaît, réactualisée l'idée qu'au fond, peut-être que Samuel Huntington, en son temps si décrié, n'avait peut-être pas si tort que cela en annonçant son choc de civilisation. Alors, Malek Chebel. Je dirais pas choc des civilisations. Moi, je suis assez d'accord sur l'analyse qui vient d'être faite, mais choc des religions, apparemment, ça a l'air de s'orienter vers ça. Et plus précisément, choc de certains religieux, certains groupes de religieux, pour aller au précis. C'est que les religieux, maintenant, font de la surenchère. On le voit bien, je veux dire, la surenchère au sein de l'islam. Vous pensez à M. Barbarin, au cardinal Barbarin? Oui, d'une certaine manière, il y a tout un climat, si vous voulez, qui autorise une certaine parole qu'il y a à peine quelques années, on ne pouvait pas l'entendre. Elle était inaudible. Maintenant, elle devient audible. Je veux dire, on intervient, si vous voulez, de la scène religieuse et on va vers la scène politique pour pratiquement intimer des ordres ou donner des orientations précises sur telle ou telle politique sociale publique. Vous voyez, bon, à partir de là, on peut dire que le religieux réinvestit le politique et d'une certaine manière, il s'autorise d'une certaine autorité par rapport à ce qu'il était par avant, une affaire privée. Et donc, comme l'islam ne fait pas le distinguo entre le politique et le religieux, et le spirituel, ce qui fait que les autres religieux prennent
prennent des leçons au fond et ils se mettent un peu au même niveau, ils font de la surenchère. Et donc, d'une certaine manière, il y a une surenchère entre un certain nombre de religieux. Est-ce que, Malek Chebel, ça vous met en rogne quand vous regardez, par exemple, il n'y a pas de procès à faire, mais la une du Monde de samedi qui titre « La colère des musulmans ». Est-ce que vous diriez c'est la colère des musulmans ou est-ce que vous préciseriez autrement justement pour éviter aussi quand même ce que disait Jean-Yves Vosserand, les effets d'amalgame, hein, la colère des musulmans, voilà. Oui. S'ils avaient mis la colère de l'islam ou l'islam en colère, l'islam au sens abstrait du terme, au sens global, I majuscule, là ça aurait été encore plus grave. La colère des musulmans, bon, on peut supposer, mais vous voyez, que peut-être l'espace qui était imparti donc à la une du Monde ne permettait pas de mettre de certains musulmans, entre parenthèses, mais enfin on peut imaginer que le journaliste est suffisamment intelligent pour entendre le mot « certains musulmans » ou un certain nombre de groupes. Ceci étant, là où je diffère un tout petit peu de votre analyse... Oui, alors je vous ai vu lever le sourcil pendant ce que disait Jean-Yves Vosserand. Mais oui, vous allez voir, c'est juste... on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, non, sur un aspect. Je veux dire, quand vous dites qu'ils ne sont pas nombreux, moi je viens de la clinique, hein, j'étais psychanalyste dans une vie antérieure, mais c'est précisément ça qui importe pour nous. C'est le symptôme. C'est pas que tout l'Afghanistan s'embrase ou tout le Pakistan s'embrase. C'est pas le problème. Le problème n'est pas un problème de quantité, de statistique, de nombre, de volume. Le problème est de malaise. Le malaise est peut-être exprimé par un type qui s'immole en Tunisie, hein, et qui entraîne la chute des dictateurs. Un type. Vous voyez, c'est pas le nombre, c'est le type. C'est que me dit ce geste-là désespéré de ces gens-là qui sont prêts à affronter la mort et les chars de la police, et il y a certains qui sont morts écrasés en manifestant, du malaise arabe et du malaise plus largement de la planète sud, et en particulier la planète musulmane. C'est donc l'indice et les symptômes cliniques de ces gens qui finalement brûlent des ambassades, qui tuent des ambassadeurs. C'est quand même catastrophique. Oui. Jean-Yves Vosserand. Oui, le symptôme est important, mais l'étincelle ne produit un embrasement que quand il y a des conditions socio-économiques, un malaise profond, une situation sociale particulièrement déprimante, l'absence de perspective, qui font que tout ça devient effectivement important et inquiétant. Donc il ne faut pas oublier que ces événements se produisent dans une période révolutionnaire. Toute période révolutionnaire est un peu... Enfin, notre histoire nous montre à quel point elle a été violente. Moi, je trouve que, effectivement, par rapport aux manifestants, le milliard ou plus de musulmans sur la planète, pour l'instant, reste relativement tranquille. Mais alors, est-ce que de religieux, ça veut dire que c'est la question derrière, c'est une question politique qui va être compliquée pour notamment les musulmans qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense en Égypte. C'est à savoir qu'on a bien vu comment Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, a brisé le silence. Hein. Il a condamné à Bruxelles les atteintes contre le prophète, tout en rejetant et en appelant à rejeter les violences et à respecter le devoir de protéger nos autres et de ne pas agresser les ambassades. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose de politique, évidemment, qui se met en place. Justement, je voudrais dire que sur ces événements, c'est aussi l'instrumentalisation de la religion dans le jeu politique. Donc, il me semble que Morsi et d'autres ont pris des positions assez fermes de condamnation, à la fois ferme de la violence et mise en application sur le plan sécuritaire à l'intérieur de pays, de contenir ces manifestations, et d'autre part de condamner évidemment ce film. Et cette instrumentalisation politique n'est pas nouvelle, et elle est récupérée et capitalisée. Pour moi, c'est ça qui est le point essentiel et le point le plus inquiétant, par des courants politiques salafistes qui se présentent comme une espèce d'orthodoxie, alors que ce n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années ou de dizaines d'années. Nous reviendrons bien sûr sur toutes ces questions dans la seconde partie. Une dernière toute petite question pour vous, Malek Chebel, avant la fin de cette première partie. On a appris dimanche que la prime pour la mort de l'écrivain Salman Rushdie venait d'être relevée à 3,3 millions de dollars. La fatwa est donc toujours en cours ? La fatwa est toujours en cours, surtout que celui qui l'avait émise est mort. Maintenant, oui, c'était remis en 89. Elle est à vie, de cette manière, puisque il n'y a que lui qui avait l'autorité nécessaire de la supprimer, de l'abolir. Peut-être ils peuvent le faire aujourd'hui encore, en son nom, mais ils ne le font pas. Donc on voit bien qu'il y a en effet une instrumentalisation du religieux. Ceci étant, avec l'islam, on le sait depuis le début.
On le sait depuis le début, sauf qu'on constate depuis quelques années. Moi, je suis pas du tout le prédicateur de la guerre des religions et de la guerre sainte à tout va, mais je constate qu'il y a une coulée verte, si je puis dire, qui s'est engouffrée dans la brèche de la démocratie. Et donc, cette coulée verte, on peut pas faire le choix en disant nous voulons des bons musulmans et les mauvais musulmans, on les laisse dans leur caserne. C'est pas possible. Donc c'est la même chose. Si on analyse le phénomène, il faut l'analyser dans sa complexité, dans sa globalité. Et cette coulée verte, c'est vrai qu'il n'y a pas d'embrasement à la suite de ce film, mais il y a néanmoins une capillarité de l'ensemble des réactions au niveau planétaire. 8h et presque 17 minutes, c'est l'heure de votre chronique. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Monchet. Je vous vois très colère. Écoutez, je trouve simplement que c'est reparti. C'est une impression de déjà-vu, comme en 2005, lorsqu'éclata l'affaire dite des caricatures de Mohamed, publiée par le quotidien danois Jyllands-Posten 4 mois plus tôt, comme en 1989, lorsque l'ayatollah Khomeini lança un contrat sur la tête de Salman Rushdie pour la publication des versets sataniques. À nouveau, voilà que l'on brûle des drapeaux et des ambassades au nom du respect dû à l'islam. Mais si à l'époque notre intelligentsia avait soutenu l'écrivain, l'avait protégé contre les assassins lancés à sa poursuite, aujourd'hui le ton a changé. On appelle à la retenue, on dénonce la provocation, on blâme le film et non les incendiaires. Les Monty Python se sont moqués du Messie des chrétiens et de ses apôtres avec ce film hilarant, La vie de Brian. Je recommande la vision à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et je ne me souviens pas que cela ait provoqué l'attaque au lance-roquettes de l'ambassade britannique auprès du Saint-Siège. C'est, nous dit-on, que les musulmans sont hyper susceptibles. Veut-on suggérer ainsi une forme d'immaturité ? Ce serait bien sûr une attitude raciste. Ce film, nous dit-on encore, fait preuve de dérision envers leurs croyances les plus fondamentales. Bref, il constituerait une atteinte au sacré. Mais au nom de quoi notre République laïque criminaliserait-elle le blasphème ? Ce mauvais film, dit-on encore, a provoqué une onde de violence démesurée, il faut le faire disparaître. Mais l'argument est un des classiques des partisans de la censure. C'est toujours au nom des risques d'atteinte à l'ordre public qu'ils interdisent ce qui leur déplaît. N'écrivez pas que cet homme est violent car il pourrait vous le faire payer cher. Faudrait-il donc pratiquer une liberté d'expression à géométrie variable, proportionnelle à la peur ressentie ? À ce compte, bien sûr, ce seraient les plus menaçants qui jouiraient de la plus grande tolérance. Je n'aime pas la manière dont plusieurs organes de presse ont présenté les déchaînements de violence qui ont ensanglanté la Libye, l'Égypte, la Tunisie, le Bangladesh. Le film anti-islam embrase la rue arabe, écrit l'un. Un film anti-islam déchaîne la violence. Mais non, comme le résume Alain Finkielkraut dans Causeur ce mois-ci, je le cite, « Dans la logique de l'excuse, la cause devient le coupable ». Fin de citation. Ce n'est donc pas une bande de fanatiques haineux et probablement racistes qui a tué Chris Stevens, cet ambassadeur qui venait d'aider les habitants de Benghazi à regagner leur indépendance. Non, c'est ce copte égyptien réfugié aux États-Unis avec sa bande-annonce. La conclusion de fait présentée de cette manière s'impose. Il faut bannir ce film, mettre son réalisateur en prison, exiger de lui des excuses publiques. Et mon Dieu, s'il est égorgé un jour comme Théophane Gogh et quelques autres, c'est à ses provocations qu'il le devra. Mais comment peut-on s'aveugler au point de ne pas voir que ce meurtre commis le 11 septembre n'a pris ce film que pour prétexte et qu'il s'agissait de célébrer l'attentat contre les Twin Towers ? Les islamistes n'ont guère contribué au succès des révolutions arabes parce qu'ils n'en partagent pas l'objectif démocratique. Pour eux, les lois de Dieu et la soumission à son égard l'emporteront toujours sur la souveraineté populaire et sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, ils tentent de détourner à leur profit ces révolutions et hélas, ils y parviennent souvent, presque partout, par la voie des urnes. L'affaire du film impie a été montée de toutes pièces par ces bigots fanatiques qui ne veulent pas de la main tendue aux musulmans par Barack Obama dans son discours du Caire. Et les victimes de cette affaire, ce sont nos amis, les démocrates qui en Tunisie, en Égypte et ailleurs voient ces commandos attaquer en toute impunité les sièges sacrés des représentations démocratiques afin de les couper de leurs alliés naturels en Occident. Aujourd'hui, dans le monde arabo-musulman, la lutte pour le pouvoir entre démocrates modernisateurs et obscurantistes misogynes est entrée dans une phase violente. La seule question qui vaille porte sur la meilleure façon d'aider les premiers. La chronique de Brice Couturier à télécharger et réécouter sur franceculture.fr. Malek Chebel, Jean-Yves Moisseron, Malek Chebel. D'aider les premiers, je suis tout à fait d'accord avec vous, en effet. Mais comment ? Notre problème, c'est qu'il y a une urgence là d'ordre politique et pas d'ordre culturel. Sur le plan culturel, on est tout à fait d'accord. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Sauf que nous avons une urgence immédiate de cantonner les fondamentalistes à des fiefs secondaires, voire tertiaires.
voire même qu'on ne les voit jamais plus sur la scène publique. C'est ça notre problème. C'est un problème d'ordre politique, c'est-à-dire d'action publique. Que faire et comment faire, comment l'amener, comment le faire accepter pour que dans les lois tunisiennes à venir, il n'y ait pas l'islam comme religion d'État. Pour que l'Égypte, qui est pays dirigé par un islamiste, ne soit pas enclin à écouter sa droite ou son extrême droite pour pouvoir faire des abus ou passer. C'est l'urgence dans le monde arabe aujourd'hui. Là, je fais de la géostratégie à la place de mon camarade. C'est comment cantonner la violence religieuse au nom de ce Dieu lointain à ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire 0,0005% de la population arabe et musulmane dans le monde. C'est tout le problème, tout le dilemme kafkaïen que nous avons. C'est que nous avons, sur le plan de la conscience politique ici, une réalité. On est désespéré, si vous voulez, de voir un peu ces prurites dans le monde arabe. Mais en même temps, on n'a pas la solution. Ici, on ne l'aura qu'à l'intérieur et avec des régimes forts, des régimes démocratiques forts, si je puis dire. Mais ça, vous, Malek Chebel, en tant que, au fond, enseignant ou prônant un islam libéral qui soit en phase avec une modernité politique, est-ce que vous sentez-vous minoritaire dans cette tâche-là et que vous seriez plutôt pessimiste? Non, moi je suis assez pessimiste, pessimiste là, vous m'avez fait commettre un abus un lapsus que je ne souhaitais pas. Désolé, je suis assez optimiste de nature. Mais là, vous avez fait un lapsus. Non, je suis assez optimiste de nature. Ça, c'est pas un lapsus. Non. Hein. Mais je suis pessimiste sur les solutions et les prises. Je vous donne un exemple. Chaque fois qu'il y a une crise, on envoie la police, elle nettoie, elle règle le problème, elle rentre chez elle. Et on ferme le dossier, on ferme le dessus. Ici ou ailleurs. Moi, je dis qu'il faut une approche culturelle du phénomène. Culturelle, nous sommes à France Culture. Il faut une approche culturelle. Il faut comprendre les sources, les origines, l'origine, la séquence, l'enchaînement et les conséquences. Il faut tout ça le travailler en temps de paix, ici et là-bas. C'est-à-dire que demain, par exemple, la Tunisie se calme, on n'en parlera plus de la violence religieuse, on ne parlera plus de l'extrémisme ni du salafisme. Mais je trouve ça regrettable que nous n'agissions que toujours après coup. Et donc, nous sommes moi, ma fonction est d'alerter tout simplement l'opinion. Et que les hommes politiques et les hommes qui ont un certain pouvoir, enfin les hommes religieux, les religieux par exemple, prennent leurs responsabilités. Ils se mettent autour d'une table. Et ils décident une fois pour toutes de poser le clivage en disant là, c'est acceptable, là, c'est pas acceptable. Là, c'est l'état de droit. Là, c'est l'anarchie. Là, c'est la violence religieuse au nom de je ne sais quoi. Là, c'est au contraire le respect de la dignité de religieux. Oui. Justement, ça m'amuse, une question vraiment d'ordre géopolitique, cette fois-ci à Jean-Yves Moisseron. Obama a prévenu Morsi par téléphone, j'ai lu dans la presse américaine, que si son ambassade au Caire venait à brûler comme celle de Benghazi, l'Égypte aurait de gros problèmes. Il a dit gros problèmes. Le pays, son armée, l'Égypte, vit largement de l'aide américaine. Mais Morsi, on voit bien, il est pris en tenaille entre d'une part la base salafiste qui menace de déborder en permanence son propre parti islamiste, en disant que c'est des modérés et que c'est des mous, et les Américains qui sont quelque part quand même ses alliés. Quelle est la marge de manœuvre dont ils disposent? On voit bien, Malek Chebel disait, c'est une question culturelle et une question politique. Quelle est la marge de manœuvre dont dispose réellement quelqu'un comme Mohamed Morsi aujourd'hui au pouvoir, d'une Égypte démocratisée, coincée comme ça entre ces deux tenailles? Jean-Yves Moisseron. Il faut rappeler que les États-Unis sont en période électorale, donc cette déclaration est aussi à remettre dans ce contexte. Jusqu'à présent, Morsi, l'Égypte, vit effectivement en partie de l'aide américaine, 2 milliards par an à peu près. Une grande partie de cette aide américaine va à l'armée, qui reste quand même une structure extrêmement structurée et importante au sein de l'Égypte. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que les accords de Camp David et ses conséquences, l'équilibre géopolitique qui a été négocié depuis de longues années est remis en cause? La question est clairement non. L'Égypte ne remet pas en cause et je ne pense pas même qu'elle pas le traité de paix avec Israël. Non, on n'est pas du tout dans cette perspective. Coincé entre cet équilibre géostratégique, l'appui des Américains et les salafistes, je pense que les salafistes, effectivement, ont obtenu une portion des voix au Parlement, mais reste une force politique qui est limitée. C'est-à-dire que son audience politique en Égypte est certainement supérieure, très supérieure même à son ancrage idéologique au sein de la société égyptienne, qui reste
où les frères musulmans restent la force structurée politique. Bon, pour moi, mais il y a en tout cas, l'argent de pour l'Arabie l'instant, Saoudite derrière. oui, mais pour l'instant, justement, ça fait partie des interrogations que nous, occidentaux, dans notre soutien à l'Arabie Saoudite, nous devons avoir pour la compréhension générale du problème. Parce que ce que je dénonce, moi, c'est l'amalgame qui est fait et la tendance à l'amalgame, je trouve, qui ressort aussi un peu de votre présentation, entre les salafistes, les fondamentalistes, et l'ensemble de l'islam, l'ensemble des musulmans qui vivent leur religion. Vous m'avez pas du tout écouté. Alors, quand je parle de nos amis, les musulmans modérés et démocrates, apparemment, vous ne l'avez pas entendu. Oui, si, j'ai tout à fait écouté, mais Malek Chebel parlait aussi de coulée verte. Je pense que c'est plutôt une coulée noire au sein de l'islam. C'est même représenté par les drapeaux qui sont affichés, où on voit apparaître des drapeaux noirs. Donc, le chiisme a vaincu, vous voulez dire? Non, mais c'est chiite. Ce que je veux dire, c'est que les fondamentalistes, les djihadistes, les salafistes djihadistes restent extrêmement minoritaires, occupent l'espace politique et médiatique, mais ne traduisent pas la sensibilité des musulmans de par le monde. Donc, il faut absolument faire ces distinctions parce que, à vous écouter, on a l'impression fondamentalement, et c'est aussi quelque chose que j'entends, que finalement le problème de cette violence, c'est l'islam en tant que tel. C'est les musulmans, c'est une croyance. Et cette interprétation-là, qui est reprise, qui forme la trame de beaucoup d'interventions, à mon avis, ne rend pas justement service à tous les démocrates, à tous les musulmans qui vivent leur foi, mais qui, dans leur majorité, acceptent les principes de la démocratie, veulent un État pacifié et ne se réfèrent absolument pas sur cette idéologie totalitaire, minoritaire, qui, par ailleurs, a été soutenue par l'Occident à différentes occasions historiques. Oui, enfin, à ceci près, c'est une question qu'on peut se poser, que c'est comme ça que j'entends le biais de Brice Couturier, que il semble, alors vous nous direz oui ou non, mais que justement, la question des musulmans démocrates, il y a quand même une tenaille qui est prise. C'est qu'on a le sentiment que tout ce qu'on appelle aussi de façon un peu abusive les islamistes modérés... S'ils sont islamistes, ils ne sont pas modérés. Oui, je sais bien. Non, mais en tout cas, les musulmans modérés. Que les musulmans modérés, les musulmans modérés démocrates sont pris en tenaille, qu'ils n'osent pas non plus condamner totalement les actes qui sont commis par rapport à ce film, parce que sinon, c'est leurs extrémistes qui, derrière, les menacent. On a le sentiment que politiquement, il y a une difficulté quand même. Non, ils ont, tous les États, les chefs d'État, ce qui se fait en Libye, ce qui se fait en Égypte, a été une condamnation absolument ferme des violences. Personne n'accepte cette violence, si ce n'est justement ces fondamentalistes qui sont minoritaires. C'est-à-dire que c'est un problème de méthodologie. C'est-à-dire que si vous voulez que les musulmans, je dirais des Lumières, parce que moi je préfère appeler les musulmans des Lumières, oui. C'est que ceux qui militent pour le progrès, pour l'adaptation de l'islam au contemporain, à la vie contemporaine. Si vous voulez qu'ils s'expriment, ils ne le peuvent au fond que dans un cadre démocratique. Oui. Dans le cadre d'une liberté d'expression, mais encadrée par les règles de la République, de l'État de droit. Et c'est leur élément de référence. Et là, tout est quand même à construire encore. Tout est à construire. Oui. Tout est à imaginer, à construire. On avait pensé qu'avec les révolutions arabes, on aboutisse rapidement à l'État de droit ou une amorce d'État de droit. C'est pas encore le cas. Donc vous voyez. Et en revanche, les autres, c'est toujours hors droit qui s'expriment, y compris par la violence. La violence symbolique, d'un côté à l'intérieur, mais parfois la violence physique, vis-à-vis de ces musulmans des Lumières. Donc, et eux, les musulmans des Lumières, ne se sentent pas du tout protégés dans le discours officiel. Vous n'avez pas un discours officiel qui c'est leur... C'est ça que je voulais faire allusion. Oui, qui leur dit, allez-y, exprimez-vous. Oui. On est là derrière pour vous protéger votre liberté à la parole. Les autres s'expriment sans demander la... C'est exactement ça que je voulais. Vous dites beaucoup mieux que moi. C'est tout le travail, tout le challenge que nous avons. Et si moi je m'exprime dans les médias français, est-ce que je peux le faire dans les médias arabes ou sur les médias du Hezbollah et des autres? Je ne peux pas. Ou alors je contrefais complètement ma pensée. Et même ici en France, je m'exprime à mes risques et périls. Donc vous voyez toute la gravité du problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que une fois la crise passée, on passe la page, on oublie.
qu'il y a encore des musulmans qui vivent leur foi tranquillement et qui sont eux-mêmes sous pression. Parce que les minorités actives et très agissantes, les salafistes, les intégristes de tous bords, ici même en France, eh bien, ils font des pressions sur nous régulières. Et personne ne s'est ému au plan médiatique de ces histoires-là. Juste une note, ce matin dans le Figaro, le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière est très inquiet, lui, sur le phénomène de radicalisation qui échappe à la socialisation, aux organisations musulmanes qui sont elles-mêmes dépassées, dit-il. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est la dilution de la menace, ce processus de protestation publique aux limites de la violence, qui gagne une certaine jeunesse, comme si le vivier de l'islamisme radical s'était élargi en France. Bruguière dans le Parfait, je n'ai pas vu cette dépêche et je suis tout à fait d'accord. C'est dans le Figaro de ce matin. Sylvain Kahn. Malek Chebel, question culturelle, disiez-vous, symptôme, disiez-vous, dans la première partie de l'émission. Moi, j'ai une question très élémentaire. Pourquoi est-ce que la notion et le sentiment de blasphème prennent tant d'importance aujourd'hui, au XXIe siècle, dans les pays musulmans ? D'abord, il faut voir Malek que Chebel. dans l'histoire, évidemment, de l'islam, et même c'est par rapport aussi à l'histoire du christianisme, et l'histoire des autres monothéismes. Vous ne pouvez pas analyser, si vous voulez, le lien au blasphème au sein de l'islam, indépendamment des autres religions. C'est toujours par rapport à quelque chose d'autre. Bien sûr. C'est Je me situe dans le temps, c'est-à-dire... Oui, c'est dans le temps. Il y a une chronologie. Et puis le dans l'ère christianisme est chrétienne, déjà sécularisé, si je puis dire. Et donc il y a une laïcisation de fait des relations et des faits. Donc ici, c'est que intellectuellement parlant, déjà on anticipe l'idée que le blasphème est possible. Là-bas, on n'a pas intériorisé l'idée qu'un jour le blasphème puisse être possible. Vous voyez, déjà, on ne l'a pas encore intériorisé. Donc il faut donc un travail de pédagogie en profondeur pour que les gens acceptent la parole libre de l'autre sans qu'il soit offensé pour autant en insultant qui que ce soit. De toute façon, le problème n'est même pas là, à commencer par Allah lui-même. Bon, alors ça vient du fait que l'islam est d'abord ne fait pas le distinguo entre le politique et le spirituel, ça c'est depuis le début, et ça arrange beaucoup les religieux, parce que les religieux sont tout puissants avec cette indistinction, et nous, tout notre travail, l'un des éléments, l'une des failles importantes que nous voulons introduire là-dedans, c'est de faire le distinguo entre le religieux et le politique, et nous appelons depuis des années à ce que les religieux soient dans leur mosquée, ne sortent pas de leur mosquée. Dès l'instant où ils sortent de leur mosquée, ils outrepassent leurs droits et leurs privilèges. Vous voyez, donc, ça c'est un point. Le deuxième point, me semble-t-il, il y a un manque crucial d'éducation des foules et des masses. Il n'y a pas de transmission d'une parole libre. Pour l'instant, on est au début d'un processus. Les gens ne savent pas que critiquer la charia, critiquer le hadith, la sunna, le comportement du prophète, le prophète lui-même, c'est juste encore des problématiques philosophiques terrestres. Et en revanche, le Coran, parole de Dieu à leurs yeux, évidemment, c'est encore autre chose. Donc, ils font la confusion entre le Dieu, le Coran, le prophète et tout ce qui relève du prophète. Donc, vous voyez, il y a donc un travail de pédagogie, d'information, de culture immédiate et concrète chez les gens. Et jusqu'à maintenant, on est battu à plat de couture par les salafistes, par les fondamentaux, par l'Arabie Saoudite et par le chiisme. Et moi, j'ai juste une anecdote pour ne pas être long. La bibliothèque alexandrine d'Alexandrie, qui était conçue comme étant l'ouverture au monde, etc. Je suis allé à la première année où elle avait ouvert ses portes, et les 2/3 des livres de la bibliothèque Alexandrie, donc la porte vers l'univers, étaient faits de livres religieux envoyés par conteneurs entiers par l'Arabie Saoudite, des livres religieux de des centaines de milliers d'exemplaires du Coran. On n'en a besoin que d'un seul, ça suffirait. Et le hadith, la tradition et tout ça, ça débordait des étagères. Et j'étais effaré de voir qu'une bibliothèque du 21e siècle soit polluée, si je puis dire, par une littérature du Moyen-Âge. Et donc ça, c'est en Égypte. Vous voyez, alors, avec ça, comment voulez-vous lutter ? Et je peux vous poser une question la question qui fâche, Malek Chebel. Est-ce que on peut ou non représenter le prophète Mahomet, et est-ce que c'est mais écoutez, quand il y a eu les caricatures, je vais même peut-être un peu vous surprendre. Je sais bien qu'on vous pose la question tout le temps, mais... Oui, mais il y avait une caricature qui me plaisait beaucoup. Celle qui était très contestée, moi je la trouvais très belle. Je veux dire que dans la mesure où il y a du talent, je veux dire, je m'incline devant le talent. Et en particulier, lorsque Plantu a reproduit cette caricature à la une du Monde, j'ai trouvé encore ça excellent. Parce qu'il avait mis du génie sur du génie, si vous voulez. Et donc, je trouvais ça superbe. On ne peut pas aller contre la beauté. Et là, pour le coup, il y avait une certaine beauté dans ce travail-là. Donc, tant que c'est beau, c'est... Moi, contre quoi je m'élève, c'est contre la laideur. Quand c'est laid, c'est pas beau. Et je dis que c'est pas beau. Sur le plan esthétique, déjà.
Quand c'est beau, je m'incline devant la beauté. La liberté de penser des autres, elle leur appartient et elle est intangible. Je ne peux pas y toucher, c'est absolument... pour moi, c'est sacré. Donc à partir de là, reste le problème de l'esthétique. Mais est-ce que dans les textes fondateurs de l'islam, il y a le blasphème, la relation au blasphème, l'explication du blasphème, l'origine du blasphème, tout ça, c'est très limité, c'est assez... c'est toujours d'ailleurs répressif comme approche dans les textes religieux eux-mêmes. Il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela, il est interdit d'insulter son voisin comme le prophète, etc. Mais il n'y a pas... Là, si vous voulez, l'écran intellectuel dans lequel le blasphème qui serait un joyau, posé là pour qu'on puisse en disserter, n'existe pas. C'est encore un champ de recherche qu'il faut développer. Et le travail, si vous voulez, des anciens, des philosophes, des Averroès, des Razel et tout ça, n'ont pas abordé ces questions-là sous cette manière. L'islam était puissant à l'époque. C'est qu'on pouvait pas... Le blasphème, là encore, quand vous êtes minoritaire ou majoritaire, quand vous êtes puissant, évidemment, culturellement, vous pouvez attaquer qui vous voulez, parce que les gens ont un sentiment d'être puissants. Quand ils sont minoritaires, déclassés socialement, quand ils sont au bas de l'échelle de l'humanité pratiquement, eh bien là, ils sont sensibles, si vous voulez. C'est comme dans un traumatisme, ils sont sensibles, quoi. C'est une blessure. Mais c'est un cercle vicieux aussi. Parce que évidemment, plus on s'enfonce dans la piété, dans l'obscurantisme religieux, et moins on a accès au progrès scientifique. Parce qu'évidemment, quand le droit à la critique est interdit, il n'y a pas de progrès scientifique possible. Et plus, en ce moment-là, le sous-développement s'instaure, et plus, évidemment, le fanatisme s'ensuit. Exactement. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette position-là. Parce que vous opposez la croyance et le savoir. Or, toute l'histoire de la civilisation islamique, Malek Chebel l'a d'ailleurs montré, c'est précisément d'inciter, dans le cadre d'une philosophie et d'une religion, à la croyance, à l'innovation, au savoir, etc. C'est pas ce que j'ai lu chez Malek Chebel, mais enfin... Bon, alors donc chez son bouquin, l'islam et la raison sont des... On ne peut pas contester historiquement que l'islam a été une grande civilisation et a apporté des innovations majeures dans le développement économique. Jusqu'au XIe siècle, jusqu'au XIe siècle. Donc, par contre, c'est important effectivement d'insister sur la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, sur les problèmes de l'instruction. Mais je voudrais dire aussi que le développement du wahhabisme, du salafisme, a été rendu aussi possible par le fait que les structures traditionnelles de l'enseignement dans l'islam traditionnel, c'est-à-dire tous les ulamas, toutes les structures, les universités, etc., ont été... Je parle aussi des soufis, par exemple, ont été laminés par notre histoire coloniale. Donc, tout ça, c'est-à-dire qu'on a raison d'insister sur la dimension culturelle, sur la dimension, éventuellement l'interprétation des textes, etc. Mais ce n'est pas dans les textes qu'il faut chercher l'explication, ce n'est pas dans la théologie qu'il faut chercher l'explication du malaise profond que traverse le monde arabo-musulman. Il faut revenir aussi, et nous devons faire cet effort, sur la violence qui est exercée sur cette région, sur la déshérence économique, sur l'absence de perspective, etc. N'oublions pas ce qui fait le ferment et qui rend possible ces discours intégristes. Alors, il y a ces violences que nous commentons, mais effectivement, il tombe bien sûr en même temps de connaître au fond les débats qui ont lieu et qui sont tout de même nombreux au sein du monde musulman et de part et de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous propose d'écouter Ghislaine Glaçon-Deschaumes, qui est chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique à Paris 10 Nanterre. Elle dirige la revue Transeuropéenne et elle est spécialiste de la circulation des savoirs. Elle explique à Pauline Muil des Matins de France Culture, au fond, que tout de même, on ne connaît pas et que très mal les essais qui sont publiés dans tout le monde arabe, qui rendent compte de débats extrêmement complexes, parce qu'il y a au fond trop peu de traduction. Ghislaine Glaçon-Deschaumes. Si l'on regarde l'ensemble des pays de l'Union européenne, la France est le pays où on traduit le plus de l'arabe en français, avec 1065 titres en 25 ans, c'est-à-dire très très peu. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au fond, sur ces 1065 titres,
on a seulement une trentaine de titres qu'on pourrait caractériser de titres du domaine des sciences humaines et sociales. Il y a un déficit total de connaissances de ce qui aujourd'hui se pense dans le monde arabe, de ce qui se débat dans le monde arabe. On a les révolutions arabes ont montré qu'il y avait un mouvement, une volonté d'émancipation et de liberté, mais je dirais que les pays européens ont été pris par surprise parce qu'au fond, ces signes d'émancipation et de liberté, que ce soit dans le cinéma, dans la création dans la création littéraire, dans le théâtre, on ne les a pas vus dans nos pays, ou peu. D'autre part, les textes, tout cet effort qui est fait aujourd'hui dans le monde arabe pour ressaisir sa propre histoire qui a été si longtemps interprétée ou écrite par l'Occident, pour se ressaisir de son propre destin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout perçu en Europe. Et donc on tente à percevoir le monde arabe comme d'une part un bloc monolithe, et qui serait dans une intemporalité qui serait hors du mouvement des idées. Voilà, Ghislaine Glasson des Chaumes au micro de Pauline Muil, Malek Chebel. Oui, un point juste sur cette intervention. Je suis tout à fait d'accord avec notre intervenante sur l'idée qu'en effet, les sciences sociales, et je rajouterai évidemment la philosophie, et un peu les sciences humaines aussi, psychanalyse et autres, anthropologie, qui sont le fer de lance de la pensée critique au niveau social depuis un siècle ici, sont totalement minorés dans le monde arabe et dans les pays arabes et musulmans. Et donc, il ne faut pas s'attendre à des traductions splendides ou dire qu'il y a peut-être des trésors cachés en langue arabe qu'on ne connaisse pas. En fait, au fond, c'est très minoritaire et c'est parce que c'est faible. C'est faiblard étant donné que les régimes se sont tous alliés là-dessus pour interdire toute émergence de pensée libre. C'est pourquoi on est tous en Occident. On a tous été chassés en Occident, si vous voulez. Et c'est tout le problème. Moi, je suis frappé dans les différentes instances que je fréquente par quand même, malgré tout les moyens d'information, par notre profonde ignorance de l'histoire de l'islam, de l'histoire de cette civilisation, de ce qui se passe actuellement dans le monde arabe. Je vous donne juste un exemple. J'ai été expert pour l'Union européenne et nous étions une cinquantaine d'experts visitant les pays arabes pour améliorer les systèmes statistiques. Eh bien, imaginez à quel moment l'Europe a choisi d'envoyer tous ces experts, une cinquantaine, eh bien, pendant le mois de Ramadan. Et c'était et ça continue aujourd'hui, c'est-à-dire que au sein de ceux qui pensent l'Union pour la Méditerranée ou les relations avec le monde arabe, on est à un niveau de connaissance qui est tout à fait affligeant. Donc, ces mouvements doivent nous inviter à une chose, à la connaissance, à connaître mieux ce monde arabe, à mieux le traduire, à mieux l'étudier. Couturier. Justement, pour mieux connaître le monde arabe, je conseille très vivement le livre de Malek Chebel qui s'appelle L'Islam et la raison, le combat des idées, qui est une très très belle idée, qui est une très très belle histoire de la manière dont effectivement le droit à la critique et l'esprit d'innovation ont quand même pénétré l'islam. Mais je voudrais revenir ici un petit peu en France, puisqu'on a vu avec les manifestations qui ont eu lieu à Paris même le week-end dernier et la réaction extrêmement ferme de notre ministre de l'Intérieur, que le problème se pose aussi ici, même si ça concerne vraiment des groupes extraordinairement minoritaires. On entend des intellectuels, ici ou là, j'aurais cité personne, dire qu'il faut modifier le droit français afin d'y introduire quelque chose qui serait comme l'obligation du respect dû aux religions. Est-ce que notre laïcité est trop dure, trop violente? J'ai cru le comprendre par ici tout à l'heure. Et est-ce qu'il faut mettre un bémol à notre liberté d'expression pour ne pas offenser telle ou telle minorité, telle ou telle religion? Alors, il y a celui qui se sent visé et celui qui ne l'est pas. Alors, Malek Chebel. Je me sens toujours visé. C'était pas vous. C'était pas vous, justement. Allez, Malek Chebel. Non, mais je dis que de toute façon, je fais toujours appel à l'intelligence des gens. Il faut toujours rester vigilant. Parce que l'esprit humain est fait de telle manière et quand on se repose, c'est là que les grandes catastrophes se passent. Et donc, toujours rester vigilant par l'esprit critique. Moi, je suis toujours partisan, évidemment, de la voie pacifique, la voie de l'esprit, avant la voie du collectif communautaire que je suspecte toujours de manipulation. En un mot, en France comme ailleurs, il faut régler les problèmes sociaux qui font qu'un certain nombre de gens sont dans une déshérence totale, sans perspective, sans travail, sans futur, et donc ils se réfugient dans une idéologie qui est instrumentalisée par des forces politiques qui veulent capitaliser sur le mécontentement général. Sylvain Kahn.
Oui, vous... Petite question. Petite question, vous parliez Ça arrive au bout. tout à l'heure, messieurs Chebel et Moisseron, de l'ignorance qui serait trop grande en France au sujet de l'islam. Moi, je vous adresse une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'on se focalise toujours sur les musulmans qui vivent dans le monde arabe et perse, qui, sauf erreur de ma part, représentent un gros tiers des musulmans, guère plus, les 2 autres tiers vivant en Asie, le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie, 100 millions en Inde. Et là-bas, comment ces problématiques se posent-elles ? Je peux me permettre juste une seconde. Parce Chacun, que tout simplement, allez, dans l'histoire, il se trouve que la chronologie de l'islam s'est déroulée comme ça. L'Arabie saoudite d'abord, après les chiites. Ce sont les 2 grandes forces, si je puis dire, de l'islam, qui ont force de droit, parce que la sunna, elle est assez décrétée dans les pays arabes, en Égypte et en Arabie saoudite, maintenant, avec le wahhabisme depuis 2 siècles. Et puis le chiisme, c'est en Iran. C'est tout. C'est parce que on revient à la source, et la source, elle est le Hijaz, elle est l'Arabie saoudite, si vous voulez, d'aujourd'hui. Et l'Iran, l'Égypte, un peu, c'est le trio du début. Par la suite, évidemment, vient l'islam, ce qu'on appelle l'islam de la 2e prédication, l'islam pacifique, qui est fondé sur vraiment une relation commerciale civilisationnelle avec l'islam central. Et cet islam périphérique ne pose pas problème en plus. Donc vous voyez, il ne peut pas être la source de... Parlons-en un peu alors. Parlons-en un peu. Moi, je suis tout à fait partisan de ça. Mais Vous reviendrez. Oui, mais en temps de paix, hein, Marc Bouincher. Non, mais on y est, là. Vous avez vu, à France Culture, on est toujours en temps de paix. Jean-Yves Moisseron. Encore une fois, c'est un amalgame que l'on fait aussi constamment entre arabes et musulmans. Effectivement, vous avez raison de rappeler que c'est une toute petite minorité. Et tout ça, cette diversité de l'expression de l'islam dans différentes sphères civilisationnelles doit nous montrer à quel point il est possible de concilier islam et démocratie, islam et savoir, etc., etc. Et encore une fois, c'est une invitation à mieux connaître toutes ces régions.